Bonjour Banou. Bonjour Sylvie. Merci de te prêter au jeu. C'est presque de l'introspection. Je vais te poser différentes questions, c'est le but de l'entretien. L'exercice classique qu'on demande, tu sais, aux jeunes entrepreneurs, aux start-upers et compagnie, c'est présente-toi, pitch-toi. Mais alors toi, du coup, pas forcément ton activité. Tu sais comment on se présente dans les speed meetings. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà fait ces J'en ai fait exercices-là. une ou deux. Non, j'ai pas fait, j'ai assisté en fait. Mais... Donc voilà, donc c'est pas ça. Le but c'est juste de te présenter toi. Quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, qu'est-ce que tu lui dis en 1 ou 2 minutes pour te présenter? Déjà, je dis que je m'appelle Banou, c'est un prénom assez atypique. Je dis que j'aime beaucoup découvrir, apprendre, aussi bien dans mon métier que dans la vie de tous les jours. Je ne peux pas passer une journée sans lire, j'ai absolument besoin de lire et d'écrire. Donc voilà, je dirais l'apprentissage et la créativité font partie de mes 2 activités principales au quotidien. Autrement, j'ai l'impression de me coucher le ventre vide. Voilà. J'adore aussi la nature. J'ai besoin, et donc je te remercie de faire cette expérience, de réaliser cette expérience dans ce lieu, parce que c'est un lieu qui résonne beaucoup en moi, d'être là, assis sur un tronc d'arbre. C'est juste magnifique. Donc voilà, je suis très en contact avec la nature et avec la permaculture, avec le jardinage, donc toutes ces activités en lien avec Dame Nature. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Eh bien écoute, c'est vrai qu'on est donc au parc Montsouris de Paris, si vous ne connaissez pas. C'est un parc très sympathique. Alors ça reste dans Paris, donc il y a quand même de la circulation autour et tout, mais voilà, il n'y a que des choses paisibles qui se passent dans ce parc, des gens qui font du sport, enfin voilà, c'est plutôt sympa. Écoute, merci pour cette présentation flash éclair. Alors ce que je te propose, c'est de commencer par une première partie qui va concerner plus le domaine professionnel. D'accord. Et donc la première question, donc je ne triche pas, c'est vraiment une carte, c'est justement raconter un petit peu comment tu en es venu à entreprendre. Alors du coup, ce que tu as entrepris et le déclic que tu as eu pour venir à ce que tu fais aujourd'hui. Alors ça s'est passé de manière en même temps progressive et en même temps assez soudaine. En 2012-2013 pour être très exact, il y a eu donc des événements personnels qui m'ont amené à me remettre en question, des événements assez douloureux. Et puis il y a eu des rencontres, ce qu'on appelle, moi ce que j'ai appelé maintenant des synchronicités, des hasards qui n'en sont pas. Alors ce terme synchronicité, j'ai découvert avec Jung, ce psychanalyste très connu. Et puis il y a eu cette grande question, parce que quand on vit des choses difficiles dans la vie, que ce soit personnel, au niveau de la santé, au niveau professionnel, il y a cette question, mais je suis là pourquoi, quel sens je veux donner à ma vie, quelle est ma mission? Et donc je me suis vraiment posé cette question-là, et la réponse est très claire. Et en 2012-2013, donc j'ai décidé vraiment de prendre un nouveau tournant. Je n'ai pas tout de suite changé de métier. J'ai commencé la transition professionnelle à ce moment-là, et c'est en 2016 que j'ai opté pour le statut d'auto-entrepreneur, et après j'ai encore changé, maintenant je suis travailleur indépendant. Voilà. D'accord. Alors quel était ton métier avant, si tu veux bien nous le dire? Oui, je dévoile. Alors j'étais enseignante, professeure des écoles. D'accord. Voilà, pendant plus de 10 ans dans l'éducation nationale. J'aime toujours le contact avec les enfants, et j'accompagne d'ailleurs encore des enfants, des adolescents. Seulement je ne me sentais plus être à ma place en transmettant des matières telles que les maths, le français. J'avais absolument besoin de transmettre autre chose, et c'était vraiment très présent en moi, et je pense même depuis toute petite. Et cet événement que j'ai vécu en 2012-2013, c'était comme si on m'avait secouée, et que c'était comme un cataclysme, comme un ouragan, qui m'avait permis de me remettre totalement en question. Alors c'est une remise en question aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel aussi, parce que j'ai, pas dire totalement changé, mais j'ai beaucoup changé, et ça a permis également de transformer aussi beaucoup de mes relations familiales, personnelles, dans le bon sens bien évidemment. Ah, tant mieux, oui, c'est mieux dans ce sens-là. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui reconnaissent des crises, mais c'est à l'inverse. Ils coupent les ponts ou des choses comme ça, qui sont plus dans la résolution, on va dire, tranchante. Voilà, on coupe les ponts parce qu'on imagine que le problème vient par exemple de la famille ou quoi que ce soit, et puis du coup on se détache. Donc voilà, il y a les deux. Donc toi, tu es plutôt le côté... Moi, c'était une profonde résilience, et je parle souvent de mon père dans ce genre d'expérience, de retour d'expérience.
Et il a plus de 60 ans, bientôt 70, et il s'est vraiment transformé. Et je ne dis pas que c'est moi, je ne dis pas que c'est moi qui ai fait que. Je ne lui ai pas donné de cours, et parfois il me pose des questions sur mes cours aujourd'hui parce que je suis formatrice, parce que je donne des cours. Simplement en me transformant moi-même, eh bien, les êtres que l'on aime autour de soi, et même si c'est des êtres qui nous ont fait souffrir à un moment ou à un autre, en tout cas leur comportement nous ont fait souffrir, eh bien, se transforment. C'est juste magique. Ah oui, c'est magique, ça, j'imagine bien. Ouais. Ah, bah c'est super. Hein. Et donc maintenant, tu donnes des cours, donc oui, tu restes un peu dans la formation, hein, mais plutôt sur la sophrologie, des choses de... Alors, la méditation en pleine conscience, mais tu en parleras sans doute beaucoup mieux que moi. Alors donc, j'ai pris ce virage, on va dire, en 2012-2013. Ça me rappelle le livre de Wayne Dyer, Le Virage, qui m'avait beaucoup parlé. Et je me suis formée en fait, je suis restée enseignante et tous les week-ends, j'allais me former. Et d'ailleurs, mes collègues me retrouvaient le lundi matin en pleine forme, en train de sourire, j'avais la patate. Et on me disait, mais Banou, attends, je crois que tu avais fait une formation ce week-end, tu devrais être fatiguée. Et en fait, moi, j'étais tellement ressourcée par ces formations, parce qu'elles me donnaient un autre angle de vue, une autre façon même d'entrevoir ma profession de professeur des écoles. Et donc, je me suis formée à la sophrologie, à la méditation de pleine conscience, à l'EFT, enfin à plein d'outils. Et je ne me suis pas formée parce qu'il fallait que je me forme, mais je me suis formée au départ pour moi, vraiment parce que j'en avais besoin et surtout parce que j'étais témoin d'enfants et de parents qui étaient de plus en plus en souffrance. Plus les années passaient, plus je me rendais compte, alors je suis quelqu'un de sensible, hein, alors maintenant on parle de personnes hypersensibles, etc., de personnes qui ont une porosité émotionnelle, on parle maintenant même des soft skills, de ces compétences d'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle, intelligence émotionnelle. Et voilà, donc j'ai fait ces formations au départ pour moi, pour mieux me sentir, pour aussi accompagner les personnes autour de moi voilà. Et puis aujourd'hui, donc, mon statut, c'est sophrologue praticienne spécialisée en méditation de pleine conscience, en mindfulness. Et puis parfois, j'utilise d'autres outils que j'ai pu expérimenter si je vois que c'est plus adapté pour la personne, pour le groupe ou pour la situation. D'accord. Eh ben, écoute, ça, c'est ce qu'on appelle du virage. C'est un gros virage. De passer de fonctionnaire à travailler indépendant, c'est... J'imagine. C'est énorme. Et du coup, ton entourage, comment a réagi ton entourage à ce virage? Alors, mes collègues, globalement, ne m'ont pas encouragée et je ne leur en veux absolument pas. J'avais déjà fait un travail sur la communication, sur ce que l'on renvoie à l'autre lorsque l'on parle, sur les pratiques d'écoute active. Et je me suis rendu compte, heureusement, que lorsque je parlais de mes projets, de mes rêves à ces personnes donc proches, que ce soit mes collègues ou ma famille, elles me renvoyaient leurs propres peurs. Et non pas une posture totalement objective par rapport à mes compétences et là où je voulais aller. C'est ça, c'est que quand et je crois que tout entrepreneur connaît ça, surtout s'il a connu le monde du salariat très sécurisant avec le CDI, le fameux CDI, le Sésame pour avoir ton emprunt immobilier, tout ça. Et quand tu passes ce cap où tu oses dire je vais peut-être créer ma société, les gens te regardent souvent avec des grands yeux en disant mais tu es fou, tu es folle, tu te rends pas compte, parce que les gens sentent bien que c'est risqué. Mais c'est vrai que c'est leur propre peur généralement que tu pressens parce que eux ils ne se lanceraient pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'idée, ce n'est pas leur personnalité, ils sont très bien dans leur vie comme ils sont, mais c'est vrai qu'ils ont du coup du mal à comprendre, à se projeter sur le fait que toi tu peux avoir envie de ça. Et ils ont peur en fait aussi pour toi. Et donc c'est assez marrant parce qu'il faut du coup faire de la pédagogie. Faut non seulement te convaincre toi que tu es sur le bon chemin, mais en plus il faut faire de la pédagogie auprès de tes proches pour leur expliquer que c'est bon, ça ira bien. Et même si je me plante, au pire c'est pas grave. Exactement. Exactement. Et c'est c'est source d'enseignement pour soi que de vivre cette situation. On n'est pas forcément encouragé par ceux que l'on aime, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui sont les plus proches, parce qu'on a besoin, en général, surtout du soutien de nos proches. Et j'ai eu la chance, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, d'avoir des synchronicités, de rencontrer des personnes qui ne me connaissaient pas, médecins, coachs, etc., qui sont devenus en fait presque des mentors au début pour moi, et qui, après des échanges, donc avec qui on a eu des partenariats professionnels, avec qui je continue de travailler pour certains, et qui m'ont dit tout de suite, nous, mais c'est clair, tu es fait pour ça. Et
Et je crois que c'était, quand on a ça en soi, c'est plus fort que soi, c'est dans nos tripes. Ouais. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait un saut dans le vide. Et si je n'avais pas fait ce saut dans le vide, je pense que j'aurais été profondément malheureuse et ça aurait été comme si je m'éteignais en fait. Ouais. C'est comme ça que tu as envie de vivre et de t'exprimer dans la vie, quoi. C'est le chemin. Donc tu as eu les petits cailloux, les petites synchronicités qui t'ont mené là. Ouais, tout à fait. Et donc c'est ton chemin. Exactement. Je pense que ça passe à la caméra, mais tu as l'air plutôt épanouie, tu n'as pas l'air malheureuse. Donc c'est plutôt bon signe, je dirais. Ouais. C'est plutôt bon signe. Donc, ok, je pense qu'on a un peu compris le cheminement du passage à l'acte. On va dire ça comme ça. Et alors tu l'as un peu exprimé déjà dans cette petite présentation et dans ces premières explications. Donc tu as certaines valeurs qui t'animent, j'imagine, avec le métier que tu fais. Ce serait étonnant que tu me dises non, en tout cas. Et justement, c'est comment ces valeurs-là, tu arrives à les mettre en œuvre aussi dans ta façon d'entreprendre? Alors, donc ce travail sur les valeurs, on le fait en sophrologie quand on accompagne. Donc moi, j'ai pu le faire quand j'étais entre guillemets étudiante, et puis j'ai pu le faire aussi quand j'étais accompagnée par une amie coach. Je pense que chacune, on devrait tous et toutes pouvoir faire cette expérience de quelles sont mes valeurs et comment je les déploie au jour le jour, aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie familiale. Mes valeurs, et c'est mes élèves aussi, les dernières années, j'ai vraiment mis en application tout ce que j'avais appris dans le monde du bien-être. Et la dernière année, j'ai eu énormément de retours sur ma bienveillance et même ma compassion. Voilà, donc j'avais déjà commencé à mettre en application ça quand j'étais enseignante. Et aujourd'hui, je le mets en application. Donc, alors mes valeurs, juste la bienveillance, c'est essentiel pour moi. Bienveillance pour soi et pour les autres. La créativité, moi j'ai absolument besoin de créer. L'intelligence collective, j'aime beaucoup travailler en synergie, avoir des partenaires. Et puis, je dirais la foi, la confiance. Alors comment je déploie ces valeurs dans ma vie au quotidien et plutôt au niveau professionnel, tu demandais, c'est ça? Plutôt oui, finalement, puisqu'on fait une vidéo sur l'entrepreneuriat. Alors bienveillance, je dirais, là j'ai animé une formation tout le week-end et j'ai eu ces retours-là. Je demande donc un questionnaire en fin de séance et j'ai ces retours d'être bienveillant. Et je trouve ça tellement intéressant. Je commence mes formations en disant aux participants, vous savez, je ne sais pas tout. Et je vous invite vraiment à apprendre ce qui résonne en vous dans cette formation, dans ce week-end, et à ne pas accepter et même à remettre en question des choses que je peux vous dire et à expérimenter par vous-même. Et quand la personne ou les personnes, donc je propose quand même des pratiques qui sont parfois bouleversantes, comme ça l'était ce week-end, des pratiques sur l'enfant intérieur. On va vraiment aller chercher au fond de soi parfois des blessures, des choses qui émergent. Eh bien, je dis aux personnes, voilà, que ce soit confortable ou inconfortable, c'est ok. Je vous invite à me le partager et je ne le prends pas personnellement. Les retours d'expérience sont tellement divers, tellement riches. Il va y avoir une personne qui va dire « Waouh, c'était génial, je suis partie dans un souvenir qui m'a extrêmement ressourcée ». Et puis une autre personne sur la même expérience, sur le même... c'était moi qui parlais, donc il n'y a pas eu de mots différents, et qui va aller chercher un souvenir douloureux. Et pour moi, c'est ça la bienveillance, c'est veiller au bien de l'autre et quel que soit son retour et ne pas le prendre personnellement. Et aussi être bienveillant vis-à-vis de soi-même, parce qu'il y a aussi ce travers ou ces difficultés chez les auto-entrepreneurs ou chez les travailleurs indépendants ou chez les chefs d'entreprise, de parfois s'oublier. Et on voit beaucoup de burn-out. J'accompagne aussi pas mal de personnes en burn-out et on peut très facilement soi-même aussi se laisser porter parce que quand on travaille pour soi, de mettre des limites entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et des temps à lâcher prise, à ne rien faire, c'est pas évident. Ça s'apprend même, je dirais. Oui, il y a un sujet d'ailleurs sur la santé des chefs d'entreprise. Alors, on n'en entend pas souvent parler, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques parce que ce sont des statuts qui sont un peu mal aimés en France, entre guillemets. On peut dire ça, puisque on n'a pas forcément de couverture sociale, de couverture chômage, ce genre de choses. Donc quand ça se passe mal pour un entrepreneur, le plus souvent, personnellement, c'est très difficile à vivre parce que ça lui cause des soucis financiers, des soucis avec ses proches aussi, qui, si malheureusement ne l'ont pas soutenu, vont dire on te l'avait dit, voilà. Et
et donc, puis même, ils ont aussi une charge souvent lourde à porter. Enfin, s'ils ont des salariés, etc., qui doivent faire des plans sociaux, des choses comme ça, on ne le sait pas, mais c'est souvent dur à vivre aussi pour le chef d'entreprise. Et il y a beaucoup de cas de suicide, de dépression forte, de burn-out. Donc il y a vraiment des sujets graves dont on n'entend pas parler parce que c'est mal vu d'en parler. Mais c'est important de le dire. En effet, il n'y a pas que les salariés qui sont victimes de burn-out ou de bore-out. Alors je pense que les entrepreneurs, le bore-out, le fait de s'ennuyer, d'être dans un placard, en général, quand c'est le cas, l'entreprise ne dure pas longtemps. Donc on sort vite du placard. Mais oui, le burn-out, il y en a pas mal qui vivent ça. Il y en a beaucoup. Donc ça ne m'étonne pas que tu aies aussi ce genre de retour, toi, dans ta pratique. Voilà, et puis après je ne vais pas m'éterniser sur les autres valeurs, je les mets aussi en pratique. La créativité, c'est au jour le jour. Là, cette année, j'ai proposé des cours de sophro-danse dans une association. J'ai totalement créé le cours, c'était génial. L'intelligence collective, je continue à travailler en partenariat avec des associations. J'interviens donc à l'université Dauphine, donc là où on s'est rencontrés toutes les deux. Moi j'aime beaucoup, je travaille pour, j'écris aussi des articles pour Donc j'aime être en synergie, j'aime être polyvalente. Oui, je sais pas, on peut dire polyvalente. Tu touches à tout. Ouais, je sais pas. Mais... Tu as plusieurs façons de t'exprimer. Voilà, et j'aime beaucoup ça. Et puis la foi, la confiance, pour moi, c'est essentiel. Voilà, la méditation m'aide beaucoup, de prendre le temps de s'aligner, de se poser, de respirer, de se sentir ancré. Voilà. On sent que tu es posée et calme, ça se ressent. Ok, alors la prochaine question, c'est alors quelle est ta vision? Alors ça peut être ta vision pour toi, pour ton entreprise, enfin ton activité, voire pour la société. Donc en fait c'est grosso modo par ton action, toi, quelle vision tu portes et quelle vision, qu'est-ce que tu veux transposer dans le monde qui t'entoure ou en toi-même. Oui, c'est déjà tout à fait, je suis d'accord, parce que comme dit Gandhi, c'est d'abord le changement en soi pour pouvoir le transmettre ou le refléter à l'extérieur. Moi, ça va revenir sur mes valeurs, mais c'est la bienveillance. Et j'aimerais énormément, là par exemple dans cette formation de ce week-end où j'ai animé, j'ai eu donc des gens de profils très différents, donc des enseignants, médecins, naturopathes et des gens qui travaillent donc dans les hôpitaux. Et le retour, c'est que quand même la communication est très très compliquée. Qu'il y a cette hiérarchie qui fait que aussi bien dans les institutions, donc je veux dire globalement dans les institutions c'est très compliqué. On retrouve ça également dans les entreprises. Et j'aimerais vraiment, et c'est pour ça que je suis très très joyeuse et pleine de gratitude de pouvoir intervenir à l'université auprès d'étudiants, de futurs entrepreneurs, de futurs cadres, en proposant donc des cours de communication pour pouvoir communiquer autrement et pour pouvoir justement développer ce qu'on appelle les soft skills, ces compétences qui aujourd'hui pour moi sont autant voire plus importantes que qui font partie maintenant du quotient émotionnel. On parlait avant du quotient intellectuel et maintenant on parle de plus en plus du quotient émotionnel, et qui fait que un être humain se sent pleinement épanoui. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment, si je pouvais, avant de mourir, quelque chose que je voudrais laisser, c'est de la bienveillance entre les êtres humains et plus d'humanité dans les relations. Permettre ça autour de toi, quoi. Faire que les gens s'aperçoivent que la bienveillance, c'est pas has-been, quoi. C'est ça. On n'est pas, ça va. C'est quelque chose. Il n'y a pas à avoir honte d'être bienveillant. Finalement. Parce que c'est vrai que longtemps, ça a été jugé comme étant une faiblesse. Quand tu étais entrepreneur ou patron, si tu étais gentil, mais c'était un non-sens. Véhiculer cette image, alors ça ne veut pas dire qu'ils ne l'étaient pas. Il y a beaucoup de patrons qui étaient sans doute très gentils, mais quand ils communiquent avec leur père, faut toujours qu'ils aient cette image de patron très sérieux, très rude un peu. Et ça se sent encore, médiatiquement parlant, dans certains syndicats de patrons, ce genre de choses. Il y a encore cette image qui est très véhiculée. Et il y a peu finalement de chefs d'entreprise qui osent encore s'affirmer sur un aspect plus bienveillant, plus tranquille, j'ai envie de dire, de l'entrepreneuriat. Et donc ce sont des attitudes qui ont quand même la vie dure, je trouve, dans la façon de communiquer des chefs d'entreprise. Donc si toi tu peux contribuer à faire en sorte que les nouvelles générations n'aient pas honte d'incarner juste ce qu'ils sont finalement. Exactement. Ce serait déjà super, en effet. En faisant tomber les masques. Ouais, mais c'est ça. Et donc là, il y a un projet pour intervenir dans les écoles aussi.
Voilà, il y a plein de choses qui sont en train d'être co-créées, d'être plein d'initiatives en fait en ce moment, je trouve, dans la société, et aussi après le confinement. Et voilà, moi je suis très inspirée, très positive pour l'avenir. D'accord, ouais, tu sens qu'il y a un appel pour ça. Alors pas seulement depuis quelques mois là, mais déjà depuis ces dernières années. Je pense, et j'ai l'impression que ça fait comme ou alors des graines qui ont été semées et qui sont maintenant arrosées et qui commencent à grandir. Voilà. C'est vrai qu'on a des plantes qui commencent à grandir. Il y a de plus en plus de personnes et même d'entreprises qui sont dans la quête de sens. Enfin, même si on parle des grands poncifs des startups, à chaque fois j'oublie son nom, il me pardonnera, il est américain donc il ne regardera pas cette vidéo. Simon, je sais pas. Sinek, non? Ouais, ça doit être ça. Mais qui a lancé le Why, tu sais, il fait des conférences. C'est lui, c'est Simon Sinek, j'ai lu son ouvrage. C'est drôle. Et ça, du coup, voilà, le monde des startups s'est emparé de cette chose-là, alors qu'en fait, quand tu t'intéresses au Why, donc le pourquoi, tu dis mais c'est quand même évident. Quand on fait quelque chose, en général, on est motivé par mais non, il faut le rappeler. Moi, j'ai trouvé ça fou qu'il faille rappeler ce genre de choses. Et je me dis, c'est quand même, on en est là. C'est-à-dire qu'il faut rappeler aux gens que s'ils font quelque chose, c'est parce qu'a priori, ils sont bougés, motivés par quelque chose de plus profond, a priori. Et j'ai trouvé ça dément. Donc ce n'est pas juste faire du fric. Ouais, complètement. Donc c'est quand même assez dingue. Ok, alors la prochaine question, c'est alors, quelles leçons professionnelles ont été pour toi, si tu en as eu, les plus douloureuses à vivre? Est-ce que tu as eu des petits... Alors comme je t'ai dit, en fait, j'étais auto-entrepreneur, maintenant je suis travailleur indépendant, ça fait pas très longtemps non plus que je suis donc depuis 2016. Je dirais, mais alors, je ne sais pas si on peut appeler ça, tu as dit des leçons professionnelles. Ouais, des leçons douloureuses, plutôt professionnelles. Oui, professionnelles. Alors, je ne sais pas si elles étaient très très douloureuses, sur une échelle de 0 à 10, je sais pas, elles ne vont pas être à 10, mais... Tu as commencé en 2016, donc t'inquiète pas, ça viendra. Non, j'espère pas pour toi. En tout cas, pour rebondir, je pense que chaque épreuve nous apprend énormément. Moi, je suis vraiment cette vision de la résilience. Donc, de toute façon, j'aurai des épreuves en tant qu'entrepreneur. On a forcément des épreuves à traverser. En tout cas, celles que j'ai traversées jusqu'à maintenant, peut-être que en te disant ça, j'ai comparé personnel et professionnel et c'était beaucoup plus douloureux au niveau personnel qu'au niveau professionnel jusqu'à maintenant. Et au niveau professionnel, j'en ai peut-être eu deux. Une, c'était dans mes partenariats parce que je n'ai pas, et ça s'est fait tout au long de cette année, je n'ai pas su dire non au bon moment. Voilà, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est généreuse, donc qui dit oui aussi aux propositions de l'autre ou des autres. Et parfois mes projets professionnels restent enfouis sous la pile des autres projets que les autres me proposent. Et ils souhaitent que je participe parce qu'ils ont confiance en moi et parce qu'ils sont conscients qu'une synergie, qu'une co-création va fonctionner. Et effectivement, ça fonctionne. Sauf que moi, je me sentais pas OK avec ça parce que j'oubliais aussi mes propres projets. Donc c'était un peu challengeant cette année pour apprendre à dire non et j'ai su, du coup, parfois c'était un peu douloureux pour la personne et aussi pour moi. Et puis l'autre situation, c'était vraiment de sortir de ma zone de confort. C'était dans les premières années parce que j'étais fonctionnaire dès le début en fait et je ne sais pas du tout avoir un cahier comptable ni faire ma comptabilité. Et j'ai senti dans mon corps vraiment, même si on est sophrologue, etc. Et bien quand on est face à des situations inconfortables où on perçoit le stress. Alors on le gère mieux que quelqu'un qui ne sait pas comment la gérer. Mais j'ai vraiment senti, et j'ai essayé j'ai fait un travail sur moi, une introspection, et je me suis rendu compte que les situations qui étaient source de stress pour moi, c'était les situations où je ne maîtrisais pas la situation. Et comme j'ai tendance, comme beaucoup en Occident, à vouloir maîtriser, à tout comprendre dès le début et tout de suite et parfaitement bien. Je suis une ex-première de classe, donc il y a des traces malheureusement. Et c'était très éprouvant pour moi, d'aller dans un monde où je ne savais pas du tout comment ça allait se faire au niveau comptable, au niveau des bilans. Et donc ça se passe bien. J'étais super bien accompagnée par une association et j'en suis très contente. Et il a fallu que j'ose dire je ne sais pas comment faire et que j'aille voir des personnes qui soient compétentes dans ce domaine-là. C'est vrai que la comptabilité, c'est un des premiers
Ouais, une des premières douleurs quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ah, il faut faire une compta. Ouais, c'est vrai, d'accord. Okay. Ouais. Comment on fait? Alors, si on se penche un peu dessus, c'est compliqué. C'est un métier, ça reste un métier. Moi, mes premières comptas, je les ai fait toutes seules. C'est ce que je fais du coup maintenant. Moi. Donc, quand tu te plonges dedans, Après, quand tu peux, tu prends un comptable. C'est très bien. Tu es très contente de pouvoir te soulager de ça. Et ouais. Mais c'est vrai que alors je ne sais pas si toi tu as eu ça, mais tu as aussi quand tu te lances dans l'entrepreneuriat un côté insécurité, puisque c'est quand même toi du coup qui va chercher entre guillemets ta rémunération. Quand on est fonctionnaire, comme quand on est salarié, on reçoit un salaire, on ne perçoit pas en fait l'effort qu'il y a derrière pour que cet argent arrive jusque sur notre compte en banque. Quand on est entrepreneur, faut aller le chercher. Et donc est-ce que ça t'a posé problème toi fondamentalement, ou ça s'est fait globalement bien? J'ai eu ce sentiment d'insécurité tout au début, au moment où je t'ai parlé de faire le saut dans le vide. Et j'aimais beaucoup. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de mon introspection et de ce que ça réveillait comme peur de petite fille. Je peux juste, par exemple, parler du fait que je sois une enfant d'immigrés. Et donc, il y a eu plein de peurs liées à mon vécu de petite fille qui se sont réveillées à ce moment-là, que j'ai pris le temps d'accompagner. Alors, justement, on parlait tout à l'heure de la bienveillance, des émotions. Et c'est parce que j'ai pris en compte mes émotions, que j'ai pris soin de ma peur et je n'ai pas cherché à la nier, à l'éviter, à la fuir ou à m'identifier totalement à elle, que vraiment c'est comme si la petite fille intérieure qui avait peur et qui ne savait pas si elle allait pouvoir payer son loyer le mois prochain, et on y est allé ensemble. En fait, cette intelligence collective dont je te parle, je l'ai faite avec moi-même, avec toutes ces parts, on peut appeler ça des parts d'ombre ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé de les nommer comme ça, mais moi ça m'a... Voilà, on y est allé ensemble et moi, ma difficulté, c'est surtout de ne pas être parfaite, de devoir être imparfaite en fait. Et j'ai beaucoup aimé, alors là c'est un autre coach qui s'appelle Martin Latulippe. Et donc j'ai participé à sa formation et il parle d'action imparfaite inspirante. Et j'ai beaucoup aimé parce que pour moi, chaque action est inspirante parce qu'elle fait vibrer quelque chose en moi qui a du sens, c'est une motivation intrinsèque. Je pars de mes tripes et je me dis ok, je le fais parce que ça me fait plaisir, mais elle sera imparfaite, c'est pas grave, c'est ok. Et puis au niveau financier, moi j'ai mis 3-4 ans en fait à démissionner et j'ai pris 2 ans ensuite en disponibilité et j'ai eu beaucoup de chance et je remercie l'Éducation nationale parce que c'est rare. On m'a donné l'autorisation de me dire ok, vous avez 2 ans pour nous dire si vous restez ou pas dans l'Éducation nationale. Et avant ça, j'ai fait à temps plein et le week-end, de temps en temps, donc je travaillais parce qu'on peut être auto-entrepreneur en étant fonctionnaire, avec un certain nombre d'heures. Et puis après, je me suis mise à mi-temps, donc j'ai vraiment fait ça très, très progressivement. Et ce qui a permis donc d'éviter des gros moments de stress, de peur par rapport à la rémunération. Ah oui, tout à fait. Donc tu as construit progressivement ton activité et donc ça te permet de tâtonner, d'avoir ce temps-là. Exactement. En effet, c'est une chance de pouvoir faire ça. C'est bien. Ok, alors ce que je te propose, c'est qu'on tire une petite carte encore sur l'aspect professionnel au sort. Qu'est-ce qui est le plus laborieux quand on est chef d'entreprise? Alors là, c'est clair, je ne vais pas chercher. C'est le bilan en fin d'année et c'est le bilan en fin d'année. La compta. Parce que je fais ma compta toute seule, je n'ai pas de comptable. Et je suis en profession libérale, donc j'ai le grand cahier comptable que mon père avait, parce que mon père était aussi à son compte. Et moi, il m'effrayait ce cahier. Quand j'étais à la fac, parce que j'ai eu des cours de compta, je détestais les chiffres. Donc voilà, pour vous dire que si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat et que vous détestez les chiffres, c'est quand même possible, la preuve. Et j'ai même commencé à aimer les chiffres et à même aimer... cette année, ça a été quand même beaucoup plus fluide. Et j'ai quand même des personnes qui me soutiennent, qui m'aident. C'est même possible d'aimer... à aimer les chiffres. Et même d'aimer faire la compta, dire c'est bon là. Et je comprends un peu plus, ça a plus de sens maintenant pour moi. Mais c'est ça qui est le plus laborieux aujourd'hui. Mais le reste, c'est très fluide. Ah ouais, ça j'imagine bien. Alors, ce que je te propose, c'est de passer à la sphère plus privée. Donc, pas forcément intime, tout de suite, j'imagine. Non, on va pas non, je ne dirai pas tout dans vidéo. Non. Mais oui, parlons un petit peu plus de l'aspect de la personnalité. Alors, on le découvre, de toute façon, même quand on parle professionnellement, on s'en aperçoit. On parle toujours de soi, finalement, quand on est entrepreneur, puisque c'est quand même difficile de dissocier les deux.
Mais, alors tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, justement, tu l'as dit, mais je repose la question quand même au cas où tu as envie d'étoffer. C'est si tu n'avais pas été entrepreneur, donc quelle personne serais-tu aujourd'hui selon toi? Alors j'aurais clairement beaucoup moins confiance en moi et j'ai beaucoup plus confiance en moi aujourd'hui. L'un des exemples, c'est, alors j'aime beaucoup voyager et je suis allée seule en Inde. Alors donc déjà on m'avait dit tu es complètement folle de quitter l'éducation nationale et de passer du fonctionnariat à l'entrepreneuriat, mais on m'a dit tu es complètement folle de partir en Inde toute seule aussi. C'est un peu l'exemple, hein. Je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Je me sens beaucoup plus indépendante aussi. Également au niveau, alors ça fait partie de mon métier bien sûr, hein, mais au niveau émotionnel, de me sentir vraiment plus stable, plus ancrée. J'arrive beaucoup plus à me projeter dans des projets maintenant, que ce soit, là j'ai un projet par exemple d'écolieu, d'éco-village, et je pense que le fait que je sois entrepreneur m'aide énormément parce que les valeurs que j'applique, que je mets en application au jour le jour dans mon métier d'entrepreneur, m'aident aussi à être celle que je suis et à pouvoir dépasser des peurs, des croyances limitantes, des obstacles et à entrevoir le futur différemment, avec chaque jour avec un nouveau regard, avec un nouveau paradigme. Et c'est essentiel. Je te partage juste ça, dans mes livrets scolaires quand j'étais petite, il y avait marqué excellente élève, etc. Il y avait marqué élève timide, qui ne s'exprime pas assez, timoré, etc. Et donc il y avait toujours cette remarque. Et je pense que je ne t'aurais pas parlé de manière aussi calme, aussi fluide, si je n'étais pas entrepreneur aujourd'hui. Ouais. On était les mêmes. Quand j'étais petite, j'avais exactement les mêmes appréciations. Je ne participais pas en classe. Les profs ne comprenaient pas pourquoi. Pareil. Une bonne élève, très bonne élève même, mais qui ne s'exprimait pas. Donc je comprends, j'adhère. Enfin j'adhère. J'ai changé aussi. J'en suis à faire des vidéos maintenant. Je pense qu'ils regarderaient là, ils font mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Comme quoi tout se transforme, tout change et c'est ça la vie. Écoute, alors la prochaine question, c'est, je ne sais pas si tu auras envie d'y répondre, mais tu vas me dire tes plus grosses remises en question personnelles. On a bien senti qu'il y avait quelque chose qui t'était arrivé et qui a fait que tu as passé ce pas-là. Je ne sais pas si c'est de ça dont tu as envie de parler, mais tu peux avoir d'autres types de remises en question personnelles qui t'ont fait bouger les lignes pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Il y a deux sujets qui me viennent. Alors, je parle des deux parce que quelque part c'est lié. C'est la culpabilité. En 2012-2013, donc c'est un événement personnel qui a tout réveillé en moi. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun ressentiment, aucune culpabilité, plus rien, remontrance ou autre. Tout est ok et même merci à ce qui s'est passé aujourd'hui. Enfin, à ce qui s'est passé il y a 8 ans maintenant. Ça m'a permis d'être... je ne serais pas là aujourd'hui. Et puis... après, c'est plus là, c'était une remise en question personnelle dans le sens, je me suis dit, où est-ce que j'ai, entre guillemets, fauté? Où est-ce que j'ai commis une faute? Je ne parlais même pas d'erreur, hein. À l'époque, je parlais de faute. Maintenant, j'ai encore changé de vocabulaire. Je parle de responsabilité, c'est tout autrement, c'est très différent. Et il y a un ouvrage, alors je ne sais pas si je me trompe le titre exact, mais c'est « Words can change a brain » ou quelque chose comme ça. Et vraiment, chaque mot qu'on emploie a une vibration et va influer non seulement sur notre façon de penser, et donc sur notre attitude, mais également sur notre projection dans le futur. Et donc je parle maintenant de responsabilité, non pas de faute ou d'erreur. Et ça joue également sur ce sentiment de culpabilité que l'on peut avoir, d'autant plus que si on a eu en plus un vécu d'enfant parfait, sage, premier de la classe, où on a toujours besoin d'être parfait en fait, sans être dans un... j'avais pas besoin d'être mieux que les autres quand j'étais petite, mais j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que tout soit parfait, autrement j'étais dans la faute en fait, j'étais coupable de quelque chose. Donc voilà, il y a eu de grosses remises en question au niveau personnel de mes relations. Et ça m'a permis donc, je pense, encore plus de déployer, d'arroser entre guillemets la graine de bienveillance, de compassion envers des êtres qui sont proches dans la famille ou des amis, pour vraiment aller au-delà de ce qui est dit parfois. Et parfois je prends même le temps, je l'avais dit dans une de mes vidéos, de les voir comme si c'était des enfants
quand il y a quelqu'un qui dit ou prononce des choses parfois difficiles, violentes, même des accusations, de revenir à soi, de respirer, de ne pas le prendre personnellement. C'est pas du tout évident ce que je dis, hein, je suis d'accord. Et puis de voir qu'est-ce que l'enfant intérieur a. Oui, en fait, quelle est la part de la personne qui me parle là et qu'est-ce qu'elle veut me dire en me disant ça finalement. Exactement. Ouais. Exactement. Voilà, globalement. Après, je pourrais en parler pendant des heures, mais... Bah écoute, justement, dirais-tu que l'entrepreneuriat est un parcours initiatique qui permet le développement personnel, voire spirituel? Alors, toi, du coup, on est en plein dedans. Le spirituel. Complètement. Moi, ça va ensemble. En tout cas, dans mon parcours, ça va ensemble. Quel exemple je pourrais donner pour illustrer un petit peu ce parcours initiatique? Je te l'ai dit un peu par qui je suis devenue aujourd'hui. On ne me reconnaîtrait pas, je pense, même entre 2016 et je dirais même 2012, 2013 et aujourd'hui. Après, alors là, ce serait... non, c'est peut-être dans mon parcours en fait, de développement. Alors, il y a tout un débat sur le développement personnel, spirituel, l'ego, etc. Donc, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Non, mais après, voilà, c'est selon chacun. Moi, c'était vraiment... Il y a eu une vraie introspection par les rencontres que j'ai faites, qui étaient très chouettes. Hein. J'ai eu de très belles expériences. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et aussi par... ce sentiment de culpabilité que j'avais depuis toute petite, et puis j'ai juste partagé ça, ça peut être intéressant. Dès toute petite, en fait, j'entendais des voix. En fait, c'était mes pensées, mais j'avais l'impression que personne n'avait ces pensées-là. Il n'y avait que moi qui entendais ces voix en train de dire non, il faut que tu fasses il faut que ce soit parfait, il faut que tu aies 20 à ton contrôle, Et puis parfois des voix qui disaient mais t'es nul, tu vas pas y arriver, etc. Et j'étais toujours consciente de ces pensées, sauf que je pensais que ça n'arrivait qu'à moi. Jusqu'à ce que 2012-2013 arrive, où il y a eu un vrai retour à la source, entre guillemets, à moi, et où j'ai découvert donc, la méditation de pleine conscience, avec tout ce travail sur les pensées, les distorsions cognitives, et comment accueillir tout ça, et comment continuer son chemin sans se sentir coupable de ces pensées qui ne nous appartiennent pas. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment essentiel et important de pouvoir revenir à soi et de pouvoir quelque part pas nettoyer, mais de filtrer, de filtrer toutes ces pensées. Ça peut être des pensées aussi qu'on a autour de nous, avec d'autres collègues, d'autres entrepreneurs, dans notre famille, qui viennent de nos ancêtres, parce que moi j'ai fait tout un travail sur mes ancêtres, ma famille, et j'ai compris pourquoi j'avais ce sentiment de culpabilité qui venait pas de moi, qui venait d'un sujet même tabou dans la famille. Et et pour moi, ça c'est un parcours initiatique, et je pense pas que je l'aurais fait si j'étais pas aujourd'hui dans ce statut d'entrepreneur. Ça va ensemble pour moi. Pour qu'un entrepreneur s'épanouisse, il y a besoin de revenir à soi en permanence, puisqu'on n'est pas là passif. Je dis pas qu'on est passif quand on est salarié ou quand on est fonctionnaire, mais il y a vraiment besoin de... Voilà, tu es au front, tu es le premier acteur de ta vie quand tu es entrepreneur. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Et si tu fais quelque chose, il se passera quelque chose. Exactement. Et après, selon ce que tu fais, tu n'auras pas le même résultat. Donc c'est vrai que c'est c'est aussi une responsabilité, mais par rapport à soi. Et aussi après par rapport aux autres, mais c'est d'abord par rapport à soi. C'est qu'on peut s'en vouloir entre guillemets qu'à soi-même à la fin de la journée si on dit tiens, j'ai pas fait ça, et s'il n'y a aucune raison valable pour ne pas l'avoir fait, on ne s'en prend qu'à soi finalement. Et donc ça nous met aussi en situation de responsabilité par rapport à soi. Et donc oui, le côté parcours initiatique pour moi il est assez probant, et je trouve se voit dans beaucoup d'entrepreneurs. Alors après ça dépend beaucoup des personnalités, etc. Et c'est vrai que tout le monde ne met pas les mêmes significations derrière parcours initiatique ou développement personnel, ou voire développement même spirituel, voire quête spirituelle, on peut aller jusque là. Donc toi tu es quand même dans un champ qui est quand même très ouvert sur la spiritualité, donc c'est pas... Mais c'est vrai que quand je pose cette question-là à des entrepreneurs qui vont dire qu'ils sont plus cartésiens. Oui, par l'hémisphère gauche. Voilà, quand je prononce le mot spirituel, ça peut faire tiquer un petit peu, tu vois. Mais c'est vrai que déjà le développement personnel en soi, s'il est poussé suffisamment loin, donc on est plus dans la psychologie, mais même si tu vas dans la psychologie, je pense que tu touches nécessairement au bout d'un moment au spirituel. Parce que tu as au moins les croyances que tu as par rapport à toi. Sans parler de Dieu, de religion, de croyances particulières, mais ne serait-ce que les croyances que l'on a par rapport à soi. Donc la psyché humaine est quand même fabuleuse. Donc rien que ça, je pense que l'entrepreneuriat permet quand même de remettre en question
Alors, peut-être pas tout déboulonner, mais certaines choses émergent forcément à un moment Tout à donné. fait. sur les Et ça se difficultés. reflète dans les accompagnements où, si on parle de clientèle, qu'on a ou qu'on accompagne, on le voit. C'est-à-dire que plus on va évoluer intérieurement, plus notre créativité, notre travail, notre accompagnement se modifie. C'est ça que j'ai remarqué aussi. Ça va ensemble. Ouais, c'est passionnant du coup. Oui. Ça doit être sympa à voir ça, d'être témoin de ça. Alors, qu'est-ce qui te passionne en dehors de ton travail? Alors, qu'est-ce qui me passionne en dehors de mon travail? Alors, passer du temps avec mes amis et ma famille, c'est très nourrissant pour moi. Être dans la nature, j'ai besoin absolument d'être en contact avec la nature. Ce qui me passionne, danser, j'adore danser. Bon, après, je l'utilise aussi dans mon travail. Cette année, j'ai créé des cours de sophro-danse, mais voilà. Passer par le corps, c'est essentiel pour moi. Et puis, je dirais voyager, j'aime beaucoup aussi voyager, mais alors voilà, après, je le vois différemment le voyage, voilà, par rapport à l'environnement, etc. Découvrir, voilà, j'en ai déjà parlé. Écrire, j'écris aussi beaucoup. D'accord, ouais, tu ne t'ennuies pas finalement. Non, je m'ennuie jamais, même pendant le confinement, c'était incroyable. C'est très compliqué pour moi de m'ennuyer. Très bien. Alors ça va être une question intéressante à te poser à toi. Alors, on y a un petit peu répondu, je pense, tout à l'heure, mais aimerais-tu laisser une trace? Et si oui, laquelle? Alors tout à l'heure, tu parlais de bienveillance, justement. C'est pour ça que je pensais à ça. Tu parlais du fait que tu aimerais bien, grâce à ton action, que les gens apprennent à être peut-être plus bienveillants et l'assumer. Assumer aussi cette bienveillance par rapport à eux-mêmes et aux autres. Et au-delà de ça, est-ce que tu aspires à laisser une trace particulière? La trace, ce qui me vient en t'écoutant, et du coup, si tu es d'accord, j'ai apporté un papier, et bon, c'était quand j'étais enseignante, seulement je continue à le transmettre. Je vais de nouveau parler de graines. Ce terme de graines, moi je l'ai appris dans des retraites de méditation de pleine conscience que j'ai réalisé au village des Pruniers. Donc c'est un lieu de retraite tout simplement, où ont été beaucoup d'ailleurs de médecins. Je crois que Christophe André a été aussi là-bas. Et pour moi, ce qui serait merveilleux, c'est de pouvoir soit semer, si la graine n'a pas été semée, soit arroser ces graines. Et ces graines, ce seraient des graines de co-création, d'intelligence collective, de se dire mais j'ai pas besoin d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Et je dis ça, je sais que je parle d'entrepreneur, ça peut être très compliqué d'avoir cette vision-là. Et en même temps, je le fais au jour le jour, et je travaille avec d'autres sophrologues, et on n'est pas du tout dans cette dynamique de... On est chacun différent, et je suis persuadée que chacun a sa place, comme dans ma classe quand j'avais 30 élèves, et ben chacun avait sa place. Il n'avait pas, et pour te dire, les dernières années, j'ai arrêté de donner des devoirs, donc j'ai fait vraiment ma petite révolution dans la classe. J'ai appelé des propositions d'entraînement à la maison, donc des PEM. J'ai arrêté de mettre des notes aussi, alors que c'était pas encore là. Maintenant, c'est une application, on met des lettres, mais à l'époque, c'était pas encore appliqué. Et j'avais arrêté les notes parce que je voyais vraiment les dégâts dans le comportement, dans le manque d'estime, le manque de confiance en soi des enfants. Et voilà, j'aimerais vraiment que ces graines de co-création, d'intelligence collective, d'avancer ensemble, puissent grandir et donner de très grandes plantes, de très gros arbres, et qu'on puisse arriver à une société où on puisse chacun continuer à créer, mais sans être dans l'opposition et dans les comparaisons. Ouais, la compétition. La compétition, voilà, exactement. Et c'est possible. Écoute, espérons qu'on voit ça de notre vivant, l'incarnation de ces principes-là. J'adorerais de voir ce que ça donne. Un monde où il y a moins de compétition, moins de comparaison avec son voisin. Alors écoute, je t'invite à tirer au sort une autre question, alors plutôt d'ordre privé, personnel. C'est quoi alors? Ce qui t'a le plus ému dans ta vie personnelle? Bon, ce qui m'a le plus ému dans ma vie personnelle, c'est... il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Ce sont des personnes qui ont su dire pardon. Ouais. Ce sont des personnes qui ont... C'est tellement rare, ça. Ouais. Et c'est à la fois déroutant et tellement profond, parce que en tout cas, moi, j'ai eu les larmes aux yeux quand c'est arrivé, parce que c'est arrivé plusieurs fois. Des personnes
voilà, qui ont su, parce que aussi j'étais pas dans l'accusation et dans juste je comprends, et qui ont su et pu dire je suis désolée et je demande pardon en fait, je sais pas ce que je voulais dire ou c'est pas ce que je voulais faire. Et ça m'émeut, ça pourrait me faire pleurer je pense, et ça m'a déjà fait pleurer. Ou alors l'autre sujet aussi, que je repense en fait, parce que quand je regarde des vidéos, je remarque ce qui vient me toucher, ça c'est très intéressant aussi, de noter qu'est-ce qui vient vous toucher vraiment au niveau émotionnel. C'est quand un enfant ou un adulte qui n'arrivait pas à faire quelque chose réussit à le faire. Ouais. Voilà, quand j'avais un de mes élèves qui avait en fin d'année réussi, moi j'étais profondément émue, j'en avais les larmes aux yeux. Et pareil aujourd'hui, quand je vois quelqu'un, quand j'accompagne qui a peur de prendre l'avion et qui réussit à prendre l'avion, ou quelqu'un qui réussit à dépasser un obstacle, une peur, ça m'émeut profondément. Ouais, j'imagine bien. J'imagine très bien. Ok, je t'en propose encore une autre. Allez, c'est parti. Ah bah alors là, j'aimerais lire un truc amusant, tu me recommandes quoi? Alors amusant, c'est ça, donc pas forcément intéressant. Parce qu'intéressant, on a déjà t'as déjà évoqué pas mal d'auteurs. Donc amusant. Donc drôle. Bah oui, drôle. En tout cas, une certaine forme de drôlerie. Après, chacun son humour. Alors, donc, je vais te parler de BD, mais alors, je ne saurais pas forcément retrouver exactement les titres. Il y a les BD alors, si, il y en a un, je peux te retrouver, c'est Armella. C'est une écrivaine donc, qui fait des BD. Même, alors, avant, elle les réalisait en direct. C'est-à-dire qu'il y avait une conférence, elle était là en train de dessiner la BD en direct de la conférence. Et elle écrit donc des BD sur sa thématique, c'est la conscience quantique. Et j'aime beaucoup ces BD, elles sont drôles parce que justement c'est un petit peu les personnages qui ont des pensées, et on voit des pensées qui sont très très bien illustrées par d'autres personnages parfois. Et c'est à la fois drôle, amusant, on prend de la hauteur, de la distance, et il y a des prises de conscience. Et voilà, moi je te conseillerais Armella. Armella, bah écoute. Les émotions, elle vient de sortir le dernier tome sur les émotions. Ok. 3e tome. Ouais, écoute, je note, ça sera certainement très intéressant. Alors ce que je te propose, c'est de faire un petit truc un peu ludique. Okay. Tu as vu tout à l'heure que j'avais des cartes Dixit, donc tu m'as dit que tu les utilisais toi aussi. Donc tu ne seras pas dépaysée. Donc ce que je te propose, on va en tirer au sort. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est les battre, et puis des fois il y en a une qui tombe. Et voilà. Et je me dis que c'est la synchronicité, la providence. Oui, voilà. Ah bah voilà, tu vois, ça finit toujours par venir. Et ben écoute, tu vois, alors je la montre à la caméra, mais je mettrai la photo, voilà. Donc la question c'est, qu'est-ce que t'évoque cette image tout simplement? Alors je vous dis quand même ce que je vois. Je vois une boîte aux lettres, je vois des enveloppes qui s'envolent. Et puis de la boîte aux lettres, on voit comme une fumée jaune, ou une lumière jaune. Et la boîte aux lettres, en fait, c'est une bouche avec des dents, des canines qui s'ouvrent et qui laissent partir toutes ces enveloppes. Alors moi, ce que ça m'évoque, c'est ces enveloppes, ce serait tout ce que j'ai envie. Alors c'est drôle parce que je suis en train d'écrire un livre, et pour moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire, d'exprimer. C'est important que ça sorte, que ça soit distribué. Projeté dans les airs, là c'est projeté dans les airs, et que ces messages ils sont importants, et que ces messages arriveront là où ils ont besoin d'arriver. Et la bouche c'est pas rien, la gorge ce sont des organes d'expression, d'ouverture aussi. Et j'aime beaucoup la couleur jaune, donc je porte un pull jaune aujourd'hui, donc c'est tout à fait raccord. C'est la couleur pour moi de la joie. Voilà, ça commence à résonner en moi en tout cas. J'ouvre, je déploie, je laisse les messages s'envoler, aller là où ils doivent aller. Exactement. Très bien, écoute, merci Banou. Et en fait, c'est une transition géniale parce que j'ai toujours une question que j'aime bien poser. C'est justement, donc là, on est sur un format vidéo, podcast, les deux. Et ce qui est génial, c'est que ça va perdurer un certain nombre de mois et d'années sur Internet. Et donc, fatalement, un jour, tu vas retomber dessus. Oui. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à Banou de, je ne sais pas, 2025, 2030 qui nous regarde? Alors tu peux choisir l'année, peu importe. Mais voilà, imagine-toi, il y a ton toi du futur qui te regarde là. Et qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Tu sais qu'on fait ce travail en mindfulness, on s'écrit une lettre et qu'on renvoie à la personne au bout de 6 mois. C'est très touchant. Ce que j'ai envie de dire à la Banou du futur, c'est
continue sur ta voie, quoi qu'il arrive. N'oublie pas qui tu es. Reste en lien avec la nature, avec le ciel et la terre. Et continue d'avoir foi en tes valeurs. Ouais, je dirais ça. Bon, alors nous on compte sur toi pour que tu perdures sur ce chemin-là. Eh bien écoute, voilà, donc les petites cartes d'enfants, donc c'est des questions enfantines, mais qui parfois peuvent être... déstabilisantes. Voilà. Oh, tu as déjà fait pleurer quelqu'un? Oui. Oui, j'ai déjà fait... Alors pas pleurer... pleurer parce que je l'ai rendu, parce que j'ai dit quelque chose de méchant, entre guillemets, de triste, mais je l'ai fait pleurer parce que j'ai dit qu'il le touchait profond, enfin qu'il touchait. Là, c'est encore arrivé ce week-end. Hein. Ouais. Donc il y a une des participantes qui a. Appuyé là où ça faisait mal émotionnellement parlant. Voilà, mais c'est pas parce que c'est parce que ce qu'elle a vécu dans la. C'est ressorti en fait. Voilà, c'est quelque chose de douloureux qui est ressorti. Voilà, exactement. Ouais. Tout à fait. Très bien. Alors après, qu'est-ce que je te propose? Je me sens bien avec ça, c'est-à-dire je me sens pas... voilà. Ah non, ça fait partie de la guérison finalement, de la blessure. Bien sûr. Alors après, poncif, bouche-trou, impro, question d'enfant. Bon, allez, bouche-trou. Bouche-trou. Je sais, c'est pas très appelant, enfin c'est pas très attractif comme nom, mais écoute, on va voir ce que ça donne. Hein. Hop. Alors. Pour moi, se transformer, c'est d'abord puis. Ah, je trouve qu'elle est bien choisie pour le coup. C'est parfait. Alors, je vais reprendre en fait ce qui s'est passé dimanche soir. Je l'ai mis sur Instagram. Je réalise des marches méditatives quotidiennement, ou en tout cas chaque jour si je peux. Ouais. Et là, je rentré de mon week-end de formation et je marche. Donc voilà, je marche pendant 1 heure. Et il a plu dimanche soir, en tout cas là où j'habite. Et après la pluie, donc j'ai repris ma marche, je m'étais arrêtée près d'un arbre. Et là, je vois donc sur l'asphalte, il n'y a rien, mis à part un gros scarabée. Mais quand je dis, il faisait gros comme ça, quoi. Hein. Ah oui, il y a un scarabée. Ouais, c'est un gros scarabée. Et les scarabées font des parties des insectes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la coccinelle, le papillon, et j'aime beaucoup les scarabées parce qu'il y a une symbolique très forte derrière les scarabées. Et il y avait cette pensée qui venait concernant un sujet qui me préoccupe en ce moment. Pourquoi ça ne se transforme pas? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour que ça se transforme? Pourquoi ça met autant de temps à se transformer? Donc marcher en pleine conscience, c'est à la fois accueillir les pensées. Donc c'est pas les rejeter, c'est pas... Je les accueille, elles sont là, elles viennent me voir, ok. Et puis en même temps, je reviens dans ma marche, dans ma respiration, je prends conscience de l'espace. Et j'étais consciente de ces pensées, et là je vois le scarabée, je dis waouh! Et comme j'adore les scarabées, du coup je l'ai filmé, il a marché tranquillement, j'étais là avec lui. Et là il y a une petite voix intérieure qui me dit ah, le scarabée c'est intéressant, le scarabée c'est la symbolique en Égypte, c'est une symbolique très très forte en Égypte, si ça vous intéresse vous pourrez aller voir. Et c'est la symbolique de la mort et de la renaissance, et aussi du soleil. Et donc pour moi se transformer c'est d'abord mourir, et après renaître. Voilà, c'est laisser mourir une part de soi, pour pouvoir laisser une autre partie de soi renaître, ou comme on dit parfois, pour qu'une porte s'ouvre, on a besoin qu'une autre porte se referme. Pour qu'une nouvelle page se tourne, une ancienne page doit se fermer. Voilà, c'est un petit peu dans la même dynamique. Ouais. Et pour moi, c'est ça, se transformer. C'est laisser partir quelque chose qui ne nous convient plus, ou qui n'est plus en accord avec nous, et pour pouvoir laisser émerger quelque chose de nouveau. Ouais. Oh, écoute, c'est joli. C'était finalement... ça ne peut pas de mine comme ça, mais on arrive à des choses sympas malgré tout. Alors, ce que je te propose, comme tu veux, hein, finalement, impro, enfant, c'est quoi poncif? En gros, tu as une affirmation qui revient assez souvent sur le monde de l'entrepreneuriat. Voilà. D'accord, allez. Patron tous pourris. Ah oui. Patron tous pourris. Comment ça résonne en moi? C'est une généralisation. Oui. Donc c'est parti c'est ça. C'est parti pour moi des distorsions cognitives, comme on dit en thérapie cognitivo-comportementale. Et puis je sens beaucoup de colère derrière cette phrase. Beaucoup de souffrance aussi, parce que derrière la colère, en tout cas cette colère, comme elle est exprimée sur cette carte, il y a de la souffrance. Et je pense qu'il y a des êtres humains bienveillants et bien intentionnés partout, aussi bien chez les patrons que chez les salariés, que chez les fonctionnaires, et qu'il est important de ne pas tout mettre dans le même paquet, et du mieux possible d'avoir une vision objective. Oui. Objective aussi juste que possible. Ouais, on part du principe que
tout le monde est unique et tout le monde est différent. Voilà. Et tout le monde a son parcours. Et non, tous les patrons ne sont pas, a priori, pas tous pourris. Et on espère que très peu le sont finalement. Et puis encore, qu'est-ce que c'est être pourri finalement? Tu vois, bon, après, il y en a qui dévient de leur chemin, qui vont... là, on parle beaucoup d'ego. Bah oui, c'est des êtres en souffrance et qui perdent, pour moi, leur boussole en fait. Enfin, qui perdent leur repère. Mais c'est important de rester, si possible. Eh oui, c'est un travail. Présent. C'est un travail. Et avoir une ouverture d'esprit par rapport à tout ce qui est dit. Alors, je te propose de tirer une autre carte. Alors, écoute, on va faire un pro. Alors, Comment décrirais-tu ce que tu fais sur Terre à un extraterrestre? Waouh. J'aime beaucoup cette question. Alors, ce week-end, on est parti. J'ai proposé une petite visualisation. En sophrologie, aux enfants, on leur apprend à... Donc, c'est des exercices de sophrologie, mais on donne une image. Donc, on met l'habit, on met le scaphandre, tout le costume en fait de l'astronaute, et puis on part dans l'univers pour aller observer les étoiles. Et puis parfois il y a des tempêtes solaires dans l'univers. Donc si j'avais rencontré un extraterrestre, qu'est-ce que je fais sur Terre? Comment tu lui racontes ce que tu fais sur Terre? Qu'est-ce que tu lui dis? Comment tu décris ce que tu fais sur Terre? Je lui dirais que j'essaye du mieux que je peux, et pour moi-même également, y compris moi-même, d'ouvrir le champ de conscience des personnes, des êtres humains. Et ça, pas simplement dans mon travail, mais vraiment à chaque instant et à tout moment, même dans la rue, quand je marche, de dire bonjour, de dire merci. On me dit aussi beaucoup que je suis dans la gratitude. De faire prendre conscience aux êtres humains qui sont interconnectés, qui sont interreliés, et d'ouvrir du coup leur champ de conscience. Je n'ai pas précisé la différence entre mindfulness et sophrologie, et l'une des particularités de la méditation de pleine conscience, c'est justement d'ouvrir ce champ de vision. On donne souvent l'exemple de, en fait, on met les mains devant les yeux et puis je vois la réalité comme ça, avec ces filtres. Tous les patrons sont pourris, voilà. Et puis après, je leur demande donc de retirer les mains et puis d'ouvrir les yeux, de voir la différence. Et c'est exactement ce qui se passe en fait chez tous les êtres humains. Et même ceux qui méditent tous les jours et qui font un travail d'introspection, eh bien, on a tous et toutes ces difficultés à ouvrir son champ de vision, à ne pas prendre personnellement ce que l'on entend dire ou les pensées qu'on a. Et voilà, qu'avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, j'essaie chaque jour d'être pleinement présente en fait, et d'apprendre aux personnes à être présents. Très bien. C'est pas facile à expliquer un extraterrestre quand même. Ouais, mais je pense que lui, il est capable de comprendre. Il faut qu'il soit plus évolué que nous, peut-être quand même. Moi, je pense qu'il est plus évolué que nous. Je suis partie de ce postulat-là, je précise. En même temps, c'est vrai, si c'est une limace, c'est plus compliqué. Tout de suite, déjà, il faut qu'il nous comprenne quand on s'exprime. Moi, On part de plein de postulats. On imagine qu'ils nous ressemblent un peu, mais qu'ils sont un peu plus intelligents et qu'ils ont un peu plus évolué que nous. Tout à fait, moi c'est comme ça que je les vois. Écoute, ça me paraît pas mal. Je pense qu'on a parlé de pas mal de sujets. Moi, je te remercie beaucoup pour le partage que tu as fait aujourd'hui avec moi, puis avec les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. J'espère que le message fera partie des petites enveloppes qui s'échappaient de la boîte aux lettres de tout à l'heure, et que voilà, ça trouvera une résonance, que ça parlera à certaines personnes. Et puis, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, et voilà, ça résonnait en moi, comme on dit. Donc très bien. Écoute, bonne journée à toi. Merci beaucoup Sylvie pour cette expérience. On fait ce geste-là pour dire juste gratitude. Pour cette expérience. On s'était rencontrés l'année dernière, j'étais ravie de te revoir et ravie d'avoir participé à cette aventure. Donc au plaisir de se revoir et puis au plaisir de nouvelles aventures. Pour toi et pour cette vidéo et pour nous tous et toutes. Merci bien. Merci. Et puis, voilà, au revoir.